Je m'appelle Christophe Bruno, je suis artiste et je travaille principalement dans le domaine de l'Internet, dans l'affiliation d'un mouvement qui s'appelait le NetArt. Ma première œuvre sur Internet, elle s'appelle Epiphany, et c'est à la fois un détournement des fonctions utilitaires de Google et un détournement de James Joyce. Donc Joyce se promène au début du XXe siècle dans les rues de Dublin, et il entend des bribes de conversations qui viennent de discussions différentes, de personnes différentes, et il note tout ça sur un petit carnet, et il considère que ces choses-là, ces bribes de phrases, ont une valeur artistique, poétique. Et il appelle ça épiphanie. Si je tape un mot ou une phrase, le moteur va chercher dans l'ensemble de toutes les phrases qui contiennent le mot tapé, des bribes de phrases, mais qui viennent de textes différents, et il reconstitue le squelette d'un nouveau texte. Évidemment, chaque fois que je clique, j'ai une nouvelle épiphanie qui est générée. Donc cette pièce-là, elle est assez représentative de mon travail, c'est-à-dire je ne crée pas moi-même de médias, d'images ou de poésie, mais j'utilise l'Internet comme un immense réservoir. Je reconfigure ces flux d'informations, je les détourne de leur dimension utilitaire originelle et j'en fais quelque chose, donc une œuvre de NetArt qui peut être quelque chose d'éphémère, aléatoire, fluctuant, enfin qui n'a pas la matérialité évidemment d'un objet d'art traditionnel. Logo Hallucination, c'est un projet où j'essaie d'inverser complètement les choses. Déjà, je me pose la question, qu'est-ce que ça serait une société qui privatiserait le regard? On a développé un dispositif qui permet de scanner l'ensemble de toutes les images qui sont produites sur l'Internet et avec un système de reconnaissance de forme, essayer de détecter les logos qui seraient cachés involontairement, la plupart du temps, dans ce paysage visuel. Et chaque fois qu'il y a un logo ou quelque chose qui ressemble à un logo, l'image est archivée sur le weblog et on envoie un email de menace au propriétaire de l'image, donc une lettre juridique, parce qu'il contrevient aux lois sur la propriété intellectuelle. Et donc on lui demande de se mettre en rapport avec la compagnie parce que, par exemple, il y a un logo de Citroën caché dans un amas de corps de femmes, voilà, sur un site porno par exemple. Ou un tableau de Léonard de Vinci, où dans le fond, le haut de la fenêtre ressemble au logo de Carrefour. Donc le projet Dadamètre, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2002, donc il y a longtemps mûri. À un moment donné, je relis une biographie de Duchamp, et il y a le moment où Duchamp et Picabia, je crois que c'est en 1912, viennent assister aux pièces de théâtre tirées des romans de Raymond Roussel, qui avait une méthode pour construire sa production littéraire, enfin qui était littéralement un procédé mécanique qui jouait sur l'homophonie et l'équivoque, c'est-à-dire sur la ressemblance des mots et sur l'équivoque du sens. Au moment où je relis ce passage-là, je me dis, mais vraiment, Roussel, en tant que précurseur de Dada, en tant que concepteur de cette machine à produire de la littérature, de cette mécanisation de la littérature, ça fait un écho extraordinaire avec ce qui se passe aujourd'hui, où cette fois c'est plus un écrivain qui produit une œuvre, mais c'est une société globale comme Google qui cherche à mécaniser la pensée, à mécaniser le sens, à faire une sorte de taylorisme du discours à des fins capitalistiques. Et donc il y a une sorte de résonance comme ça, et je me dis voilà, le projet auquel je réfléchis depuis 2002 de cartographier le langage, ça va s'appeler le Dadamètre. C'est une mesure de la densité de dadaïsme dans le langage. Et donc je commence à travailler sur ces idées-là. Et également, je rencontre un mathématicien, un informaticien qui s'appelle Valeriu Lacatoussu, donc avec qui j'ai travaillé pour développer ce projet. Et donc pendant plusieurs mois, on a scanné, enfin plus exactement, on a construit un programme qui scanne les pages de Google, donc des millions de pages de Google. La deuxième étape, c'est
l'analyse de toute cette information par des procédés mathématiques assez complexes, qui analysent tout ça et qui le visualisent sous forme d'une carte. C'est encore une fois une carte qui a été générée automatiquement à partir de 3 quantités, donc l'homophonie, la proximité sémantique et l'équivoque. Cette partie-là de la carte, ici, avec les grandes régions, elle émerge vraiment des calculs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas d'interprétation. Par contre, par-dessus, quand je m'amuse à placer les mouvements artistiques, les phénomènes médiatiques, évidemment, j'interprète et je m'amuse un petit peu. Ici, dans cette région-là, c'est la région d'homophonie. Si cette région-là est importante, c'est-à-dire s'il y a une densité d'homophonie importante dans le langage, alors l'indice d'Adamètre sera important. C'était l'idée originale du projet. Ici, c'est le wasteland, la zone de friche, où la proximité sémantique entre les mots est très faible. C'est la zone, par exemple, où on trouve les épiphanies de Joyce, qui sont juste à la limite de la question de la signification, ou le hapax de Mallarmé. Ici, dans cette zone-là, c'est le mainstream, c'est-à-dire c'est le discours courant, la pensée unique, enfin, toutes ces choses-là, qui est proche de l'ennui, là où la proximité sémantique des mots est maximale. Tout devient prédictible. Dans cette zone-là, on trouve le pop, Warhol, Bling Bling, etc. Et cette région-là, c'est la région de l'utilitarisme, là où les mots ont un sens bien défini, qui s'oppose à la région ici, qui est la région de l'équivoque. Donc quand l'équivoque est grand et l'homophonie est grande, on est vraiment dans la zone de Roussel. Ça, c'est le graphe du dodamètre. Donc ici, vous réglez, ici c'est les 2 dimensions. Ici, la dimension de l'homophonie. Si je règle ce curseur vers la gauche, je sélectionne les mots qui sont vraiment très ressemblants. C'est-à-dire c'est la dimension de l'homophonie de Roussel. Et là, plus je m'éloigne, moins les mots sont ressemblants. Et ça, par contre, c'est la dimension de la sémantique, c'est-à-dire la proximité sémantique des mots. Donc c'est ça qui était l'analyse complexe et pour laquelle il a fallu analyser le langage dans sa globalité et utiliser des outils très sophistiqués pour arriver à voir les corrélations sémantiques entre les mots. Ici, par exemple, si je vais vers là, je vais sélectionner des mots qui sont très proches du mot central au niveau de la sémantique, au niveau du sens. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas du tout de dictionnaire à la base. C'est vraiment le sens qui émerge tout seul et qui vit en temps réel sur le web. Ce qui m'intéressait dans le processus, c'est à quel moment, justement, jusqu'à quel point on pouvait aller, jusqu'à quel point on pouvait pousser ces outils scientifiques, et à quel moment les choses devenaient complètement délirantes, quoi. Donc c'est vrai que le projet il se situe vraiment à cette limite de la satire. Je trouve assez drôle que ce projet d'Adamètre, au niveau entre sa conception et sa réalisation, il se situe vraiment entre 2 crises du capitalisme qui sont très différentes mais qui se répondent l'une à l'autre. De même que Roussel et Dada répondent à Google. On pourrait écrire cette histoire qui s'appellerait de Dada à Google, comme ça, sur cette idée de quelle est la relation vraiment entre la science et l'art, entre la mécanisation et le côté performatif du langage, la question de la béance, du risque qui rejaillit comme ça, enfin toutes ces questions-là.